Une piste en pneus usés défie la pluie au Burkina Faso. Pendant que les chantiers classiques absorbent budget, délais et prestataires extérieurs, ce pilote recycle un déchet, organise collecte, tri, préparation, puis pose une chaussée pensée pour rester praticable quand tout s'enlise, afin de relier écoles, marchés et centres de santé. Le récit avance près de 40% d'économie, environ 30% de maintenance en moins, et 10 000 pneus par kilomètre. Mais la durée réelle reste disputée par entreprises et experts. Et maintenant, une question s'impose naturellement. Que se passe-t-il si Ibrahim Traoré échoue ou s'il réussit? L'Afrique observe, d'abord sceptique, puis attentive. Ce récit promet une chose simple, suivre les enjeux réels, sans slogan, d'une idée jugée trop élémentaire pour être prise au sérieux. Le bénéfice pour le spectateur tient en une phrase: comprendre comment une route change la vie avant de changer les bilans. À l'origine, le problème, ce n'est concret, c'est mais dans les zones rurales du Burkina Faso, les pistes deviennent impraticables dès avant la saison des pluies. L'accès aux écoles se fragmente, les soins se retardent, les marchés s'éloignent et chaque déplacement devient un pari sur la météo. Face à cette urgence, l'initiative portée par Ibrahim Traoré introduit un risque assumé. Miser sur des pneus usagés, c'est contester des standards techniques dominés par des entreprises extérieures, tout en exposant le pays à un échec très visible. L'enjeu dépasse donc la technique. Si la méthode tient, elle ouvre une trajectoire à d'autonomie décisionnelle et budgétaire. Si elle échoue, elle renforce la dépendance aux solutions importées et disqualifie durablement l'alternative locale. Le premier verrou saute quand une route test traverse toute une saison des pluies sans rupture majeure. Le récit avance alors un chiffre qui change le débat. Près de 40% de réduction des coûts de construction par rapport aux méthodes de la cause classique. Ce basculement déplace immédiatement la discussion. L'initiative n'est plus seulement ingénieuse, elle devient une démonstration qui oblige à reconsidérer les évidences techniques et économiques. À ce stade, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un technicien isolé que comme le catalyseur d'un modèle alternatif mis à l'épreuve par les faits plutôt que par le discours. Et pour comprendre l'enjeu, il faut revenir au contexte décrit par le récit. Dans de nombreuses zones rurales du Burkina Faso, les routes ne sont pas des axes secondaires, mais des lignes de vie. Quand les pluies arrivent, les pistes se dégradent rapidement, coupant villages et centres urbains. Les conséquences sont en chaîne: retard scolaire, accès médical incertain, ralentissement de l'activité économique locale et hausse des coûts sociaux invisibles, mais c'est persistant à la tracé. C'est à côté de cette urgence structurelle que s'inscrit l'option des pneus usagés. Le pari repose sur deux hypothèses simples. D'abord, transformer un déchet abondant en ressources disponibles localement peut réduire les coûts et la dépendance aux importations. Ensuite, une chaussée conçue pour des usages ruraux moins intensifs peut être jugée sur sa praticabilité, plutôt que sur des standards pensés pour des axes lourds. Le récit insiste sur un point souvent négligé. La méthode n'est pas qu'un matériau différent, mais une chaîne d'action coordonnée: collecte des pneus, tri, préparation, formation d'équipes locales, puis pose. Chaque maillon compte autant que l'idée initiale.
Sans flux régulier de pneus, le chantier s'arrête. Sans chantier visible, la preuve Tsara Mavas-Derive disparaît. À ce moment précis, la question se précise. S'agit-il d'une astuce ponctuelle ou du début d'une trajectoire reproductible? La réponse n'est pas encore donnée, mais le terrain commence à parler. Le récit quitte alors la Krakarte, la tribune et se rapproche du terrain à travers un personnage discret. Ça, c'est un chef d'équipe local chargé de coordonner la collecte et la préparation des pneus. Il ne conçoit pas la route, il l'organise. Son travail consiste à convaincre des habitants de participer, à mettre en place des points de dépôt, puis à synchroniser la transformation des pneus et travailler avec l'avancée du chantier. Cette fonction sans prestige rend l'initiative lisible, car elle transforme une idée abstraite en une suite d'actions quotidiennes. Autour de lui, les effets apparaissent vite. Dans un village de l'Est, une vendeuse de produits agricoles explique que la saison des pluies rendait chaque déplacement incertain. La piste devenait un risque. Partir trop tôt, s'enliser, partir trop tard, perdre le marché. La section test ne multiplie pas sa production, mais elle change une chose décisive. La régularité. Pouvoir planifier réduit l'incertitude et ce détail pèse lourd dans une économie rurale. Un agent de santé décrit une expérience similaire. Lorsque les routes se dégradent, les consultations sont reportées, parfois annulées. L'intérêt de la nouvelle chaussée n'est pas seulement de tenir, mais de tenir précisément quand les autres cèdent. Cette continuité relie la technique à son enjeu social central: accès, confiance, prévisibilité. Ces impacts précoces restent modestes, manchette, mais ils déplacent la question. La route n'est plus jugée sur son apparence, mais sur ses effets immédiats. Et au fond, l'idée est assez simple. Une piste praticable change la vie avant les statistiques. Bourse. Tout commence par un geste simple qui active la chaîne entière: transformer un déchet en matériau. Des pneus usagés, promis à la décharge ou au feu, deviennent l'objet d'une collecte organisée. Des points de dépôt sont installés. Des équipes locales sont mobilisées. On apprend à trier, nettoyer, préparer. La logistique précède l'ingénierie. Sans flux constant de pneus, il n'y a pas de route. Sans route visible, il n'y a pas de preuve. Ibrahim Traoré déclenche ainsi un chantier qui doit convaincre vite, non par le discours, mais par la continuité de l'action. La phase suivante est celle de la mise en œuvre. Les premiers mètres sont posés dans plusieurs villages de l'Est. Le contraste est immédiat. Là où les méthodes d'Ardadet classiques reposent sur des matériaux importés, des engins lourds et des prestataires extérieurs, ce chantier s'appuie sur des ressources locales et des gestes reproductibles. Le récit insiste sur cette rupture silencieuse. Travailler avec ce qui existe déjà sur place. La route cesse d'être un objet distant, livré clé en main. Elle devient un processus collectif, suivi jour après jour par ceux qui l'utilisent. Le point de tension arrive avec l'approche de la saison des pluies. C'est dans ce contexte, la météo n'est pas un détail mais un juge. Les routes rurales traditionnelles se fissurent, se creusent, disparaissent parfois sous les. Le projet en pneus est alors exposé sans filtre. Soit il cède comme les autres, soit il tient. Cette séquatante transforme l'initiative en test national à petite échelle.
Les regards se déplacent du scepticisme amusé vers une observation attentive. Le moment de bascule survient quand la section test traverse les intempéries sans dommage majeur. Le récit décrit ce passage comme un silence qui s'installe, puis comme une obligation de regarder autrement. Et une hypothèse fragile devient un résultat visible. À partir de là, l'initiative cesse d'être risquée par défaut. Elle devient discutée, elle est avec des repères chiffrés et des comparaisons possibles. Ibrahim Traoré n'annonce pas une victoire. Il laisse le terrain parler et s'accumuler. Les chiffres ces chiffres apparaissent alors comme des conséquences, non comme des promesses. Près de 40% de réduction des coûts de construction sont avancés. Environ 30% de baisse des coûts d'entretien sont évoqués. Le récit ajoute une donnée concrète, autour de 10 000 pneus recyclés par kilomètre. Chaque chiffre sert à la même fonction narrative, rendre l'option difficile à balayer d'un revers de main sans la transformer en certitude absolue. La dernière phase est celle des répliques. La réussite initiale attire l'attention au-delà des villages. Les critiques se structurent mais des entreprises de construction dénoncent une méthode jugée non conforme aux standards dominants. Ah, des experts questionnent sur la durabilité à long terme et la sécurité. Le projet quitte le seul terrain technique pour entrer dans des arènes politiques et économiques plus larges. À ce stade, la route n'est plus seulement une infrastructure, elle devient un symbole disputé, chargé d'enjeux qui dépassent largement le chantier initial. La première mesure avancée par le récit concerne le coût de construction. Comparé aux méthodes classiques utilisées dans des contextes ruraux similaires, la route en pneus usagés affiche une réduction proche de 40%. Cette donnée ne décrit pas une économie abstraite. Elle signifie que, pour un même budget, davantage de kilomètres peuvent être réalisés ou que des ressources peuvent être réaffectées à d'autres besoins essentiels. Dans un pays où chaque arbitrage budgétaire est contraint, cette différence modifie l'équation de départ. La seconde mesure porte sur l'entretien. Là où les routes traditionnelles nécessitent des réparations fréquentes, après chaque saison des pluies, la chaussée test montre une baisse estimée à environ 30% des coûts de maintenance. Cette variation compte autant que l'économie initiale, car elle agit dans le temps. Non, moins d'intervention signifie moins d'interruptions de circulation et une meilleure continuité des services. La route n'est pas seulement moins chère à construire, elle est plus prévisible à maintenir. La troisième donnée concerne le volume de matériaux recyclés. Le récit avance un ordre de grandeur. Environ 10 000 pneus réutilisés par kilomètre. Ce chiffre transforme un problème environnemental en ressource mesurable. Au lieu d'accumuler ou de brûler des pneus usagés, la méthode les intègre dans une infrastructure utile. Cette conversion réduit les déchets visibles et donne une valeur concrète à ce qui était considéré comme un résidu sans usage. Ces trois, ces trois indicateurs dessinent un ensemble cohérent, mais ils appellent une lecture prudente. Les chiffres proviennent de projets pilotes et décrivent une échelle limitée
il montre une tendance, pas une garantie universelle en ligne. Précisément sur ce point que se concentre le débat. Les partisans soulignent que, même à petite échelle, de tels écarts suffisent à justifier une extension progressive. Les sceptiques rappellent que la durabilité doit être observée sur plusieurs cycles climatiques et sous des usages plus intensifs. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré adopte une stratégie narrative sobre. Il ne conteste pas la nécessité d'évaluations supplémentaires. Il met en avant la cohérence de la chaîne complète: collecte, transformation, pose et entretien. Si l'un de ces maillons faiblit, la performance globale s'effondre. Si la chaîne tient, les chiffres deviennent reproductibles. Cette logique déplace l'attention des promesses vers les conditions de répétition. Au-delà des pourcentages, les données racontent une autre histoire, celle de la marge de manœuvre retrouvée. Une économie de construction libère du temps et des ressources. Une baisse d'entretien stabilise les usages. Un recyclage massif réduit une pression environnementale. Ensemble, ces effets suggèrent une infrastructure pensée pour les contraintes locales plutôt que pour des beurs standards importés. La question n'est donc plus seulement combien ça coûte, mais qu'est-ce que cela permet de faire autrement. Alors, Assos stade, l'alternative est claire. Les chiffres ne prouvent pas encore un modèle national. Et ils prouvent qu'un test local a déplacé le seuil du possible. Et c'est ce déplacement, plus que les valeurs exactes, qui structurent la suite du débat autour de l'initiative portée par Ibrahim Traoré. Les critiques du projet avancent d'abord un argument de durabilité. Selon eux, une route construite à partir de pneus usagés peut résister à des usages légers, mais elle n'offrirait pas les garanties nécessaires sur le long terme, surtout si le trafic augmente. Il rappelle que les infrastructures routières sont jugées sur des décennies et non sur une ou deux saisons des pluies. Dans cette lecture, un succès initial ne suffit pas à valider un modèle, car l'usure cumulative reste inconnue. Un second argument concerne la sécurité publique. Les opposants soulignent que les standards internationaux existent précisément pour réduire les risques: stabilité, adhérence, comportement sous forte chaleur ou en cas de surcharge. L'absence de certification reconnue nourrit la méfiance. Pour ces acteurs, adopter trop vite une méthode l'alerte NIO2 alternative causerait l'État à des responsabilités importantes en cas de défaillance future. Enfin, un troisième point touche à l'échelle. Même si la technique fonctionne localement, la collecte régulière de pneus, la formation des équipes et la coordination logistique pourraient devenir des goulots d'étranglement à mesure que le projet s'étend. Autrement dit, ce qui est gérable dans quelques villages pourrait se révéler instable à l'échelle nationale. La réponse portée par le camp favorable, comme soutenue par la ligne défendue par Ibrahim Traoré, ne nie pas ces risques. Elle les replace dans un cadre comparatif. Les routes
rural classique, dans le même contexte climatique, s'échouant souvent dès les premières pluies. La question n'est donc pas de comparer une solution alternative à un idéal théorique, mais à une réalité déjà défaillante. Sur ce terrain, la praticabilité devient le critère central. De plus, les défenseurs insistent sur l'usage ciblé. Il ne s'agit pas d'axes à trafic lourd, mais de liaisons rurales essentielles. Juger ces routes selon des standards conçus pour des autoroutes crée un biais structurel. Enfin, la montée en charge est pensée comme progressive, répétée, observée, corrigée. Cette logique d'extension graduelle réduit le risque systémique. Le cœur du débat n'oppose donc pas innovation et prudence, mais deux manières euh, d'évaluer le risque. L'une exige des garanties complètes avant d'agir. L'autre accepte l'expérimentation encadrée face à une urgence persistante. C'est dans cet espace de tension que se joue la crédibilité réelle du projet. Cette phrase courte ouvre un basculement discret mais décisif. Et peu après la saison des pluies, le débat ne porte plus sur l'idée mais sur ses conséquences. La route test existe, elle est praticable et elle a déplacé le centre de gravité de la discussion. Ce n'est plus une hypothèse ingénieuse face à des standards dominants. C'est un fait observé qui oblige à recalibrer les critères d'évaluation. À ce point de médian, le récit change d'échelle. L'initiative cesse d'être perçue comme une curiosité locale et devient un signal stratégique. Ibrahim Traoré n'est plus jugé sur l'audace du pari, mais sur la manière dont il gère la suite. Consolider sans triompher, étendre sans brûler, donne sans brûler les étapes. Le silence relatif des premières semaines après les pluies compte autant que les chiffres. Il suggère une méthode qui préfère l'accumulation de preuves à l'annonce spectaculaire. Un autre élément modifie la dynamique et la tension extérieure. Comme les critiques ne disparaissent pas, mais elles se structurent. Les questions portent désormais sur la répétition, la maintenance et l'organisation, non plus sur les faisabilités immédiates. Ce déplacement est crucial. Il signifie que le projet a franchi un seuil de crédibilité minimal. À partir d'ici, la route n'est plus seulement une infrastructure, elle devient un test de gouvernance. Savoir transformer un succès ponctuel en trajectoire maîtrisée, sans perdre le lien avec le terrain qui a rendu la preuve possible. La suite dépend moins de l'idée que de la discipline dans son déploiement. Si l'on élargit la perspective aux nations et au développement régional, l'initiative ouvre une alternative crédible à une dépendance ancienne. Si le modèle se stabilise, il montre qu'une infrastructure adaptée aux contraintes locales peut être conçue sans importer systématiquement matériaux, normes et prestataires. Cette possibilité n'abolit pas les partenariats extérieurs, mais elle redonne un pouvoir de négociation. Dans ce cadre, l'exemple soutenu par Ibrahim Traoré est observé comme un test de souveraineté pratique plutôt que comme un geste idéologique. À l'échelle du développement national du Burkina Faso, l'impact est à la fois économique et symbolique. Les économies de construction et d'entretien libèrent marge budgétaire dans un État où les ressources en net et sont limitées, mais l'effet le plus visible reste la continuité des liaisons rurales. Une route qui reste praticable pendant la saison des pluies stabilise l'accès aux marchés, aux écoles et aux soins. Cette régularité
plus que la vitesse ou le volume de trafic structure le quotidien et réduit les coûts sociaux invisibles. Du côté des nations développées, le projet agit comme un miroir inattendu. Il rappelle que l'innovation en matière d'infrastructure ne vient pas uniquement des contextes à forte capacité financière. Le recyclage massif de pneus et la réduction des coûts interrogeant des pratiques établies, notamment dans des zones confrontées à des défis environnementaux et là, similaires. Si la méthode reste ciblée, elle peut néanmoins inspirer des expérimentations comparables ailleurs, sous des formes POBDC adaptées. Et pour les observateurs et publics internationaux, l'enjeu dépasse la route elle-même. Le succès ou l'échec du projet influence la manière dont l'Afrique est perçue dans les débats globaux sur la durabilité et l'autonomie. Une initiative qui tient dans le temps renforce l'idée que des solutions locales peuvent produire des résultats mesurables. À l'inverse, une défaillance visible serait rapidement utilisée pour disqualifier des approches alternatives. Dans ce paysage d'effets différenciés, Ibrahim Traoré leur apparaît comme un point de convergence. Il ne contrôle pas toutes les conséquences, mais il assume une responsabilité centrale: maintenir la cohérence entre les résultats observés et le récit qui les accompagne. C'est cette cohérence, plus que la route elle-même, qui déterminera la portée réelle de l'initiative. À l'horizon de 6 à 12 mois, le récit dessine 3 trajectoires possibles, sans assigner de probabilité. Le scénario de base prolonge la logique actuelle. Les pilotes sont consolidés, puis étendus par grappes dans les zones rurales où la praticabilité pendant la saison des pluies est l'enjeu principal. L'organisation se structure autour de règles simples: qualité minimale, routine de maintenance, coordination stable de la collecte et de la transformation des pneus. Dans cette voie, l'initiative avance par preuves accumulées. Elle ne promet pas une rupture spectaculaire, mais une amélioration mesurable, village après village. Le scénario optimiste repose sur un effet d'entraînement. L'adhésion locale s'amplifie, les centres de collecte se multiplient énormément et les formations gagnent en capacité. Les économies sur la construction et l'entretien libèrent des marges pour d'autres priorités publiques, notamment l'accès à l'éducation et aux soins en milieu rural. La tension internationale, si elle reste factuelle, peut renforcer cette dynamique en apportant des outils d'évaluation et des partenariats ciblés. Dans ce cas, le projet devient une référence régionale, observée par d'autres pays confrontés à des contraintes similaires. Le scénario pessimiste met en lumière les fragilités. Les oppositions se durcissent. Les cris d'Artlasiat sur la durabilité s'intensifient et des obstacles logistiques apparaissent. Une collecte irrégulière, une coordination défaillante ou une dégradation visible suffisent à fragiliser la confiance. Le projet se fige alors à l'échelle de quelques régions, et une seule défaillance médiatisée peut dominer le récit, reléguant les succès initiaux au second plan. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose, quel que soit le scénario. Évaluer l'initiative sur une chaîne complète et non sur un symbole isolé. La collecte doit être continue, la transformation maîtrisée, la pose rigoureuse, l'entretien anticipé. Si chaque maillon tient,
la promesse reste crédible. Si l'un casse, l'ensemble s'effondre. Ainsi, la question centrale n'est pas de choisir entre optimisme et prudence, mais de maintenir une discipline d'exécution. C'est cette discipline, plus que l'idée même, que c'est l'idée c'est le même qui déterminera la suite. Pour le spectateur, l'enjeu se traduit d'abord en temps gagné. Quand une piste reste praticable pendant la saison des pluies, mais que les heures perdues diminuent. Et amener les trajets annulés deviennent des très rares. Et les décisions cessent d'être dictées par l'état de la boue. Cette continuité n'est pas spectaculaire, mais elle structure la vie quotidienne plus sûrement que n'importe quel record technique. Pour une famille rurale, cela signifie pouvoir prévoir une consultation médicale sans parier sur la météo. Un rendez-vous n'est plus reporté indéfiniment. Le déplacement cesse d'être une source d'angoisse logistique. Cette régularité améliore l'accès aux soins sans nécessiter de nouveaux bâtiments ou d'équipements supplémentaires. La route agit comme un multiplicateur silencieux de services existants. Par exemple, pour un élève, l'effet sera similaire. La fréquentation scolaire dépend autant de la praticabilité des chemins que de la disponibilité des enseignants. Une piste stable réduit rend les absences forcées et renforce la continuité pédagogique. L'infrastructure ne crée pas l'éducation, mais elle en supprime un obstacle récurrent. Pour les petits commerçants et producteurs, la différence se mesure en prévisibilité. Pouvoir transporter une récolte au bon moment évite les pertes liées à l'attente. Le revenu ne bondit pas, mais l'incertitude recule. Cette réduction du risque quotidien pèse lourd dans des économies où chaque marge est fragile. Deux pistes simples émergent alors. D'abord, observer comment un déchet peut devenir une ressource locale lorsque la chaîne est organisée de bout en bout. Ensuite, apprendre à distinguer une réussite symbolique d'une réussite durable. Une route qui tient une saison est un signal. Une méthode qui se répète, se répare et se transmet devient un modèle. À ce stade, la question utile n'est plus est-ce innovant, mais qu'est-ce que cela change concrètement et pour qui? Pour qu'un test local devienne une trajectoire nationale, le récit identifie une feuille de route en plusieurs étapes sans ajouter de promesses nouvelles. La première concerne l'amont. Il s'agit de stabiliser la collecte des pneus usagés à l'échelle régionale avec des points de dépôt clairement identifiés et des flux réguliers. Sans continuité de matières premières, aucune extension n'est aussi possible. L'indicateur clé reste simple, volume collecté et régularité mensuelle. La deuxième étape porte sur les compétences. Former des équipes locales aux techniques spécifiques de préparation et de poste conditionnent la qualité. Ces formations doivent être courtes, reproductibles et évaluées sur des critères opérationnels. Tenue de la chaussée après les pluies, respect des procédures, capacité à intervenir en maintenance. Ici, Ibrahim Traoré est présenté comme garant d'un cadre, non comme exécutant, laissant l'apprentissage se diffuser par la pratique. La troisième étape concerne la pose et la maintenance. Chaque tronçon doit être suivi sur un cycle complet, avec des inspections après les épisodes climatiques critiques. La mesure n'est pas la perfection, mais la praticabilité continue. Si une section se dégrade, la rapidité de réparation devient un indicateur central. La quatrième étape touche à la gouvernance. Définir des règles claires d'usage et de priorisation évite la confusion.
Ces routes sont destinées à des liaisons rurales essentielles, pas à absorber un trafic lourd. Mesurer l'adéquation entre usage réel et conception prévient les dérives. Enfin, la cinquième étape est celle du partage des résultats. Publier des données simples, comparables et régulières maintient la crédibilité. À ce stade, la méthode est jugée sur sa répétition, non sur son symbole. Si la chaîne tient, l'échelle devient une question de rythme, pas de principe. Le récit revient alors à l'image de départ, une piste rurale après la pluie. Pas une autoroute, pas un ouvrage spectaculaire, mais un chemin qui reste praticable quand tout autour se dégrade. Cette image résume l'enjeu mieux que n'importe quel slogan. Elle rappelle que l'infrastructure la plus décisive n'est pas celle qui impressionne, mais celle qui tient au moment critique. À travers cette initiative, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme l'inventeur d'une technique miracle, mais comme le déclencheur d'un déplacement de regard. Transformer un déchet en ressource, impliquer les communautés, accepter le test public, ces choix racontent une manière différente de concevoir le développement, non pas comme une importation de modèles, mais comme une adaptation aux contraintes réelles. L'émotion qui se dégage n'est pas l'enthousiasme facile, mais une forme de confiance prudente. La route n'a pas tout changé, mais elle l'a réduit, une incertitude quotidienne. Pour ceux qui l'empruntent ainsi, non. Cela suffit à transformer la perception de l'avenir immédiat. La stabilité, même modeste, devient une promesse crédible. Une phrase s'impose alors comme conclusion provisoire. La souveraineté commence parfois par un chemin ordinaire. Elle ne se proclame pas, elle se pratique. Et c'est dans cette pratique répétée, plus que dans l'annonce, que se joue la portée réelle de l'initiative portée homme par Ibrahim Traoré. La fin de ce récit ne cherche pas à trancher définitivement. Elle propose plutôt une grille de lecture. Ce que montre cette initiative portée par Ibrahim Traoré, ce n'est pas une solution universelle, mais une manière de poser les bonnes questions face à des contraintes réelles. Et quand les ressources sont limitées, quand les standards dominants échouent sur le terrain, jusqu'où faut-il expérimenter? Et si quand même, mais à quelles conditions faut-il s'arrêter? Pour le spectateur, l'enjeu dépasse le Burkina Faso. Il touche à une question plus large. Comment juger une innovation venue d'un contexte différent du sien? Faut-il l'évaluer uniquement à l'aune de normes minces et aussi établies ailleurs, ou aussi à partir de ce qu'elle permet concrètement, ici et maintenant? Une route qui tient une saison n'est pas encore un modèle global, mais elle peut être un signal utile.